Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 2 avril pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure dans cette matinale. 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant l'émission, un numéro de téléphone à connaître, le 06 84 54 77 23. Il vous permet de répondre à la question du jour, question que nous vous posons chaque matin dans la matinale de TV Vendée. Nous indiquez également si vous rencontrez des difficultés sur la route ce matin, sur la route du travail ou sur la route pour emmener vos enfants à l'école, mais également de nous présenter le temps qu'il fait du côté de chez vous. Et justement, regardons la carte météo du ciel vendéen en ce jeudi 2 avril. Et vous l'avez peut-être déjà constaté, les nuages sont encore majoritaires et nous apportent quelques pluies matinales en ce jeudi 2 avril. Un vent de nord-ouest souffle toujours sur la Vendée, 20 à 40 km/h de vent à attendre aujourd'hui. Du côté des températures, 7 à 9 degrés, ce sont les températures d'est en ouest pour ce matin. Et pour l'après-midi, des améliorations se confirment avec des éclaircies à prévoir qui nous proviennent du nord-ouest Vendée. Il faudra s'attendre tout de même à quelques averses encore du côté des terres en Vendée, 14 à 15 degrés. Ce sont les températures prévues en moyenne cet après-midi en Vendée. Retour sur le littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour. Coefficient de 94 et 95 aujourd'hui pour les marées en Vendée. Des coefficients qui s'intensifient en ce début du mois d'avril. En ce qui concerne les horaires de marée, une première basse mer en ce jeudi 2 avril à 11h54 à la Tranche-sur-Mer, 12h17 du côté du passage du Gois, ce qui veut dire que la prochaine pleine mer est prévue en fin de journée, 18h01, 17h53 pour les prochaines pleines mers. Vous avez en ce jeudi 2 avril environ 1h30 avant et après l'heure de marée basse pour pouvoir traverser le passage du Gois et pourquoi pas aller faire un petit peu de pêche à pied pour pêcher quelques palourdes. Et justement, si vous avez prévu de prendre votre voiture aujourd'hui, voici quelques informations trafic sur de potentiels ralentissements et travaux que vous pourriez rencontrer sur les routes aujourd'hui à Saint-Jean-d'Hermine et plus précisément dans le bourg de la commune déléguée de Saint-Jean-de-Beugnier où ont commencé ce lundi des travaux de détection de réseau. Un feu en alternat pourrait être à l'origine de ralentissements sur cette D137 et puis dans le nord-ouest Vendée, un autre centre-bourg, cette fois-ci à Beauvoir-sur-Mer. Des aménagements de la chaussée et des trottoirs sont en cours rue Henri Geoffroy. La traversée de la commune peut donc s'avérer compliquée pour celles et ceux qui viendraient de Chaland. Et chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour. La voici, cette question en ce jeudi 2 avril. Quel est votre programme pour les vacances de printemps? Allez-vous privilégier la Vendée? Car oui, les vacances de printemps arrivent à grands pas. Premier vacancier en cette fin de semaine, non pas pour les Vendéens, car il faudra attendre encore une bonne semaine et demie maintenant pour arriver dans ces vacances de printemps. Je vous invite donc en commentaire sur notre page Facebook ou sur le WhatsApp de la matinale à nous indiquer quel est votre programme pour ces prochaines vacances de printemps. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à l'actualité avec le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on ouvre cette édition avec une page dédiée au tourisme. Le département de la Vendée a officiellement lancé la saison touristique 2026 avec une présentation de ses ambitions pour l'année. Sur fond d'inquiétude dû au contexte géopolitique international particulièrement tendu, le département se veut positif et compte une nouvelle fois sur son vivier de vacanciers des Pays de la Loire ou encore de la région parisienne. Pour l'année 2026, l'accent est par ailleurs mis sur la promotion de la gastronomie du territoire vendéen, potentielle source d'attractivité de visiteurs. Les tendances pour l'année 2026, elles sont un petit peu impactées par la situation qu'on connaît au niveau géopolitique avec la crise au Moyen-Orient, l'augmentation du prix des carburants, ce qui pousse globalement les Français à attendre un peu avant de réserver et de confirmer une semaine ou plusieurs semaines en Vendée. En fait, la Vendée, historiquement, n'est pas connue comme un département qui a un fort potentiel gastronomique, comme on peut l'avoir en Alsace, en Bourgogne, en Normandie ou en Provence. Et en fait, on se rend compte, quand on connaît un peu la Vendée, qu'on a
a 7 chefs étoilés, des chefs avec des bips gourmands, alors que quand on regarde à Tours, en Loire-Atlantique ou en Charente-Maritime, c'est pas du tout comme ça. Et donc on a des chefs, des producteurs qui veulent magnifier des produits du terroir, que ce soit la mojette, les produits de la mer bien sûr, la brioche, et tout ça avec des produits de qualité. Et donc on a pu le montrer au Salon de l'Agriculture, et là on va le montrer cette année dans les assiettes de nos visiteurs. Je pense que ça peut devenir en soi un objectif de déplacement en Vendée. Et zoom sur le territoire du pays de Saint-Jean-de-Mont, où l'Office de tourisme local a rassemblé le temps d'une matinée de nombreux acteurs de l'écosystème touristique local, hébergeurs, prestataires de loisirs ou encore producteurs ont fait le déplacement pour venir à la rencontre des futurs touristes de la saison 2026 qui débute pour certains dès ce week-end avec les vacances de printemps. Reportage signé Grégoire de Châtillon. De l'authenticité et de la proximité, c'est ce que viennent chercher les touristes. Cela se confirme ici. Ils se rapprochent beaucoup plus de tout ce qui est production locale, artisans. Enfin, ils vont aller se renseigner davantage sur ce qu'ils achètent et où va leur argent finalement. Des touristes qui cherchent à donner du sens à leurs vacances. Résultat, les artisans et les producteurs ouvrent leurs portes et cela marche fort. Je sais que les abeilles, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Ça leur permet de découvrir tout ça et le monde de l'abeille qui est fascinant. C'est vrai que d'année en année, c'est toujours complet. Et je sais que l'année dernière, l'Office de tourisme a refusé pas mal de monde. Ouais. Aujourd'hui, les touristes, même l'été, ils viennent beaucoup plus nombreux à nos visites ostréicoles. C'est à tel point qu'on envisage aujourd'hui d'ouvrir plus de créneaux de visite. Des visiteurs plus que jamais curieux de découvrir les savoir-faire du territoire. Le profil des visiteurs a changé. On se rend compte aujourd'hui avec le développement des brasseries artisanales que les gens ont gagné en compétences en ce qui concerne la bière. Ils sont un peu plus pointus. Et donc on a des visiteurs qui viennent chercher plus de détails techniques, qui ont une meilleure connaissance en fait des produits de la bière. Le pays de Saint-Jean-de-Mont comprend les communes du Perrier, Soulan, la Barre-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont et Saint-Jean-de-Mont, un territoire particulièrement plébiscité par une clientèle régionale. On représente à peu près 20% de la capacité d'accueil de l'offre touristique de la Vendée. Donc c'est très très attractif, à la fois par ces grandes plages de sable fin, il y a la forêt qui est juste derrière, et puis un marais qu'on peut visiter. Il y a un impact certain qui sera celui du prix du carburant, qui peut jouer aussi en notre faveur demain, dans la mesure où on a une clientèle de proximité. D'ici là, les acteurs du territoire sont déjà prêts pour les vacances de printemps. L'information en bref en Vendée, c'est également la venue aujourd'hui du ministre de l'économie Roland Lescure et de la ministre de l'énergie Maud Bréjon. Dans un contexte de crise du pétrole, ils se rendront au parc éolien Yeux-Noirmoutier pour y annoncer des mesures limitant la dépendance à l'or noir importé en France. À l'heure où 53 éoliennes produisent de l'électricité au large de Noirmoutier, les ministres devraient également annoncer le lancement des appels d'offres de l'État pour les énergies renouvelables prévus dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Direction l'usine de Kellogg's Railway à Montaigu-Vendée où souffle un vent d'inquiétude pour les salariés du groupe spécialisé dans l'industrie ferroviaire. Une cinquantaine de salariés et ex-salariés de l'entreprise étaient mobilisés hier matin devant le site de l'usine à travers un mouvement de grève. Ils redoutent la mise en place d'un plan social avec plusieurs licenciements à la clé et la perte de certains avantages sociaux depuis le rachat de l'entreprise par le groupe Bara il y a maintenant 2 mois. Ils nous parlent de faire 80 licenciements, on ne sait pas comment, il y a un plan social économique qui doit être mis en place, on attend, c'est pas mis en place. Le dialogue social est complètement rompu avec la direction. On voudrait trouver des accords pour notre avenir sur pas mal de choses, notre 13e mois, nos vacances, notre salaire. Ils ne veulent pas faire d'accord écrit, ils ne veulent pas. Donc nous on est très inquiets. Donc si la direction ne veut pas sortir, il est possible qu'on reste plusieurs jours devant le site en grève. J'ai été licenciée officiellement depuis le 18 mars. Donc j'ai fait partie de la première vague de licenciements. Aujourd'hui n'importe qui peut sauter du jour au lendemain de son poste. Voilà. Moi j'ai vu arriver en janvier là, une espèce de meute de loups qui voulait tout changer, tout détruire et
et tout reconstruire à sa façon, mais sans l'aide du personnel environnant. Et contacté, le président du groupe, Christian Provost, assure que l'entreprise connaît une période difficile et connaît des pertes colossales. Ainsi, une réorganisation est nécessaire, mais il affirme ne pas remettre en cause les acquis sociaux des salariés. La question de l'autonomie des seniors et des personnes en situation de handicap en Vendée est un défi majeur auquel doit répondre le département. Chef de file en matière d'aide sociale et de solidarité des territoires, le conseil départemental accueillait récemment la rencontre territoriale de l'autonomie, organisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'un des enjeux de cette rencontre, définir des objectifs et des stratégies communes au plus près de la population vendéenne. Très clairement sur la Vendée, nous voyons que nous avons de plus en plus de prise en charge à faire. Nous avons une population qui vieillit encore plus rapidement que celle des autres départements. On a accueilli pendant de nombreuses années des personnes venant à la retraite, sur la côte en particulier. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on voit cette autonomie qui augmente, ces difficultés pour ces personnes qu'il faut que nous aidions et prenions en charge. On va beaucoup travailler sur l'habitat intermédiaire, c'est-à-dire lorsque vous ne pouvez plus vieillir chez vous, que vous ne pouvez plus rester chez vous au domicile, que vous êtes en établissement, en situation de handicap. Comment est-ce qu'on peut vous permettre de changer de logement, de faire du logement parfois partagé, regroupé, donc un appartement au sein d'une résidence pour les personnes âgées, de la colocation parfois qui vous permet d'être accompagné, renforcé, d'avoir des liens sociaux importants. Et donc ça, c'est un élément qui nous semble très important à créer dans l'offre actuelle qui n'est pas encore complètement aujourd'hui à niveau pour répondre à ces besoins. Quelques jours après leur élection à l'issue du conseil d'installation, les nouveaux maires de Vendée sont déjà à la tâche dans leur commune, prise de connaissance des dossiers en cours laissés par la précédente municipalité, mise en place de rencontres avec les acteurs économiques locaux et tout simplement réponse aux questions des administrés. Le planning peut s'avérer déjà bien chargé. À l'Hermenot, le nouveau maire peut compter sur l'accompagnement de son prédécesseur. Cyril Guillet les a suivis le temps d'une journée dans leur nouveau quotidien. Il y a quelques sujets de voirie qu'il va falloir qu'on mette en place. Tout fraîchement installé dans son fauteuil de maire, François-Henri de Chaillet prend ses marques. Et pour l'épauler dans sa tâche, il peut compter sur Yves Germain, l'ancien maire de la commune. Moi, je n'ai pas été accompagné, donc je m'étais dit, quelle que soit la personne, j'essaierai d'accompagner, d'autant plus que les chantiers, c'est vrai que c'est compliqué. Et justement, ce matin, ils ont rendez-vous pour une réunion de chantier sur le site de l'ancien presbytère. L'équipe précédente a programmé sur ce bâtiment de faire à la fois des appartements donc à l'étage du dessus et puis ici au rez-de-chaussée donc une maison d'accueil maternel, donc une MAM. Ah oui, ça avance. Oui. Et comme dans beaucoup de communes, la santé fait partie des dossiers prioritaires. Et un des objectifs de son mandat sera de pouvoir attirer des professionnels de santé. On se retrouve dans un appartement qui sera mis à disposition des étudiants en médecine, internes ou externes. Et donc on a à cœur de bien vouloir les accueillir et de leur donner envie de rester surtout, c'est ça l'important. Et parmi les autres dossiers à gérer qui s'inscrivent dans cette continuité, il y a les travaux engagés sur l'EHPAD. Mais parallèlement, le nouveau maire et son équipe sont aussi force de proposition. Troisième sujet sur lequel on va travailler, c'est la maison des associations. Donc là, j'ai prévu un programme de rencontre de toutes les associations sportives, tous les acteurs économiques, médicaux, sociaux de la commune, de manière à les rencontrer, de voir comment la municipalité pouvait les accueillir. Et puis nous allons mettre des petites boîtes de consultation citoyenne avec un petit questionnaire pour que les gens de l'Hermenot puissent s'exprimer et dire ce qu'ils attendent de leur municipalité. Entre les sollicitations de la population, la vie quotidienne de la commune et la poursuite des dossiers déjà lancés, les journées de François-Henri de Chaillet devraient être bien occupées. Et c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. À savoir également, petite mise à jour, si vous n'avez pas suivi notre journal de la fin de journée. Hier, Louise Viadger vous annonçait que malheureusement Céline Dion ne sera pas au Bernard Park en fin d'année, en octobre prochain, comme nous vous l'avions indiqué hier dans la matinale. Nous étions bien entendu hier mercredi 1er
avril. Allez, sans plus attendre, un petit point sur la météo qui vous attend ce jeudi 2 avril. Et vous avez pu déjà le constater, les nuages sont encore majoritaires et ils nous apportent quelques pluies matinales en ce jeudi 2 avril. Du côté des températures, 7 à 9 degrés d'est en ouest en Vendée ce matin. Une petite amélioration cet après-midi où les éclaircies s'élargissent d'heure en heure. Il faudra attendre entre 14 et 15 degrés en moyenne du côté des températures cet après-midi, avec quelques risques d'averses toujours, plutôt dans le sud-est du département. Je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce jeudi au projet La Danse du Silence, un projet artistique mettant en valeur la langue des signes. À la base, c'est ma mère qui m'a dit « Écoute Émilie, tu écris plein de chansons, pourquoi tu n'écrirais pas une chanson sur la langue des signes ?» Elle me dit « Quand il parle, on a l'impression qu'il danse », donc le titre est né « La danse du silence ». Et au fur et à mesure, les paroles sont venues, la musique est venue, j'ai fini la chanson. Et je me suis dit « C'est dommage d'écrire une chanson et de dédier cette chanson aux personnes qui ne pourront jamais l'entendre ». Donc il n'y avait pas d'autre choix et pas d'autre logique que de faire un clip pour que moi je puisse être la voix des entendants et que eux soient la voix des sourds et des non-entendants. Expliquer que la surdité, c'est une différence, mais qu'en fait ça n'est qu'une différence et qu'à côté de ça, ils parlent, encore une fois, alors on dit ils signent, mais pour moi ils parlent avec leurs mains, ils s'expriment. Et moi qui suis entendante et qui ne pratique pas la langue des signes, quand je me suis retrouvée au milieu de personnes qui sont sourds et qui parlent la langue des signes, eh bien en fait je me suis retrouvée dans un monde où je me suis sentie, moi, isolée. Et je trouve que ce contraste-là, ils le vivent peut-être trop souvent, de se sentir en fait isolé par le fait de ne pas pouvoir communiquer avec tout le monde. Ça sera un souvenir à vie pour eux, quoi, parce qu'ils vont se construire avec tous ces souvenirs-là, la valeur de leur langue, la valeur, le fait que les personnes sourdes soient là, qu'ils soient jeunes, âgés, sourds, entendants, enfin voilà, tout le monde était là et c'était très très riche. Tous ces échanges ont été très très riches, vraiment. C'était beaucoup de plaisir. La communauté sourde elle est vraiment inconnue. Et encore maintenant, hein, même encore maintenant en 2026, c'est une communauté que l'on ne connaît pas. Et nous, on voulait montrer, en fait, mettre un peu de lumière sur notre communauté. Ça fait des années que l'on se bat, déjà presque 50 ans pour la langue des signes. Il faut encore se battre pour ça, quoi. Et il faudrait aussi qu'on puisse regarder les sourds comme une accessibilité pour la vie. C'est important. Faut pas nous oublier ou alors dire ah ben tiens on les connaît pas les sourds. Il faut s'ouvrir à la communauté sourde et puis le regard est important, quoi. On ne catégorise pas les sourds simplement avec ce déficit qu'ils ont auditif. Il y a les sourds profonds, sévères, moyens, légers, etc. Mais nous ce qu'on parle surtout c'est de respect à l'accessibilité, quoi. Comme tous les handicaps. Voilà. Et vous retrouvez dès ce matin ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce jeudi, le dernier épisode de la série Explique-moi ma mairie, proposée depuis plusieurs semaines par Caroline Tronche. Désormais que votre maire a été élue par le conseil municipal, reste à savoir quelles sont ses compétences. Et justement, c'est le cœur de cette nouvelle chronique Explique-moi ma mairie de ce jeudi 2 avril. À quoi ça sert ? De toute façon, ça ne sert plus à rien. C'est quoi le conseil municipal ? Ah bon, le conseil municipal, le maire, je me suis dit tout. Est-ce que c'est le maire, c'est vraiment lui qui décide de tout ?
Notre conseil municipal, alors à quoi il sert? C'est un peu l'objet de cette émission. Il règle par des délibérations les affaires de la commune. Là, on parlait du conseil municipal. Mais le maire, alors plus précisément? Eh bien, le maire, c'est très intéressant parce qu'il a 2 casquettes. Il est chef exécutif de la commune, mais aussi agent de l'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en tant que chef exécutif de la commune, il va faire respecter ce qui est décidé justement au sein du conseil municipal. Et concernant sa casquette d'agent représentant de l'État, eh bien, il fait respecter les lois, par exemple, qui sont décidées au niveau national. Alors, agent exécutif de la commune, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire donc qu'il veille à la bonne exécution des décisions du conseil municipal, puisqu'il représente la commune, par exemple, en justice. Il va passer des marchés, signer des contrats, préparer, proposer aussi le budget, ordonner des dépenses et gérer le fameux patrimoine communal dont on parlait. Il a aussi des compétences qui sont déléguées par le conseil municipal, c'est-à-dire que l'ensemble des conseillers municipaux lui font confiance sur certaines tâches et il doit donc leur rendre compte de ses actes, de ce qu'il fait au quotidien au nom du conseil municipal au sein de la commune. Ça va être la création d'une classe, par exemple, quand il y a un peu plus de monde, plus d'enfants dans l'école, l'affectation de propriétés communales ou encore la réalisation d'emprunts ou, encore une fois, s'il faut représenter la commune au tribunal. Et puis, il a des pouvoirs de police administrative, c'est-à-dire qu'il doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité des habitants de sa commune. Et concernant sa casquette d'agent de l'État, alors je ne sais pas si vous êtes au point sur le fonctionnement un petit peu de l'administration française, mais à l'échelle des départements et des régions, nous avons des préfets pour représenter l'État. Eh bien, à l'échelle des communes, nous n'avons pas de préfet, évidemment, mais nous avons le maire. C'est un peu l'équivalent. Il est sous l'autorité du préfet pour publier des lois, exécuter des mesures de sûreté, organiser les élections, vérifier que les signatures officielles sont bien faites dans le cadre de la législation, ou encore, eh bien, il peut prendre des arrêtés, les fameux arrêtés municipaux. Il est aussi sous l'autorité du procureur de la République, notre maire. En tant qu'officier d'état civil, eh bien, il est responsable de la mise à jour de l'état civil, de la naissance au décès des habitants de sa commune. Il est également officier de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il informe les autorités judiciaires s'il se passe eh bien, une infraction sur sa commune dont il a connaissance. Notez enfin que ce n'est pas le seul conseil de votre commune, ce fameux conseil municipal dont nous parlons depuis le début de cette émission. Il y en a d'autres. Vous avez le conseil des sages, vous avez le conseil municipal des enfants aussi. Ce sont d'autres assemblées avec d'autres rôles et d'autres prérogatives. Voilà. Mais ça, vous en doutez, c'est une autre histoire. En attendant, vous en savez un petit peu plus sur votre commune, sur votre mairie et vos voisins aussi. À quoi ça sert? Et pour retrouver l'intégralité de cette série de chroniques Explique-moi, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr. Je vous propose de jeter un coup d'œil rapide à l'extrait du jour que nous mettons en avant chaque matin dans la matinale, extrait d'émissions diffusées sur TV Vendée, émissions de culture, d'histoire ou encore d'actualité. Aujourd'hui, zoom sur l'extrait du jour consacré à l'émission Vivez la Vendée, présentée par Anaïs Escalona. Elle vous emmène à l'Historia de la Vendée, au Musée des Enfants, à la découverte de la nouvelle exposition consacrée à l'arbre. Première diffusion de cet nouvel épisode dès ce matin sur notre antenne. Et nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale. 4 places pour le concert de Mano le 18 avril prochain au Charfait à Saint-Paul-en-Paray à l'occasion de la sortie du premier album de l'artiste. La question à laquelle vous devez répondre cette semaine, la voici. Quelle espèce d'arbre disparaît peu à peu des forêts vendéennes? Une question en lien directement avec un reportage que nous vous avons proposé ces derniers jours sur notre antenne. Nous cherchons donc une naissance d'arbre qui disparaît des forêts du département. Un quatrième et avant-dernier indice. En ce jeudi 2 avril, cet arbre préfère les climats plus frais et humides, climat plus typique du nord de la France. Et avec le réchauffement climatique, donc, cet arbre disparaît peu à peu des forêts du sud de la France, dont celle vendéenne. Alors,
Avez-vous trouvé la réponse à cette question? Si oui, rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique Jeux pour y déposer votre réponse. Je le rappelle, comme chaque matin, vous avez jusqu'à ce vendredi midi, demain midi donc, pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous dès 12h30 avec le journal de la mi-journée. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle matinale. À très vite. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to